Amis jour, bonjour. Avant d'attaquer la seconde vidéo, qui aurait dû être un résolveur de Sudoku, j'ai eu l'idée en fait de faire un autre petit programme avec vous, qui consiste tout simplement à... Il prendra en entrée un nombre, et en sortie, en fait, il va nous donner sa composition en nombre premier. C'est-à-dire, il va décomposer le nombre en entrée en facteurs de nombre premier. En gros, si je prends mon main que j'ai juste à côté, a.out, si je lui donne 5, il me répond 5 est égal à 5. Si je lui donne 10, il me répond que 10 est égal à 2 fois 5, 20, 60, et ainsi de suite. Donc pourquoi j'ai étudié? Tout simplement parce que c'est un programme qui fait une vingtaine de lignes et qui, de la même manière que le résolveur de Sudoku, n'a aucune technicité. Ce qui est intéressant en fait, c'est l'algorithme. C'est de savoir comment vous allez réfléchir à comment faire un programme qui fait ça. Ça, c'est intéressant. Techniquement parlant, après, ça ne dépasse absolument pas ce qui a été fait dans la première vidéo. Donc, je me lance. À partir de là, soit dit en passant, je vous laisse mettre pause et essayer de le recoder. Quand je lance mon programme et que je lui donne 10, d'abord il m'écrit 10 égale, ensuite il cherche les facteurs de nombre premier. C'est parti. Donc moi, souvent, sans me poser de questions, de toute façon, je mets ça au départ. Là, on peut commencer comme ça. La première fonction qu'il faut connaître, c'est une fonction extrêmement basique, mais pour l'instant, si vous suivez mes vidéos les unes après les autres, celle-là, on ne l'a pas encore utilisée. Elle s'appelle Atoy. Atoy, c'est je récupère une chaîne de caractères et j'en fais un nombre. Ma chaîne de caractères, c'est tout simplement AV1. Voilà. Je vais mettre mon nombre directement en paramètre. Et ce nombre-là, ça sera int nb est égal à atoy av1. Si je veux vraiment être précis, il faut que j'écrive if ac égale 2 pour gestion d'erreur. Vérifier que on a bien vérifier que l'on a bien en fait que l'on me passe bien un paramètre. Si on ne me passe pas de second paramètre, alors else printf tac, veuillez saisir un paramètre. Hop, dès que ça c'est fait, eh bien en avant en marche. Donc regardons comment je print mon résultat. D'abord donc je print ceci, puis je cherche le premier, puis je cherche le second. C'est à peu près aussi simple que ça. En gros, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Tac. En gros, je peux tout de suite printf mon résultat. Donc c'est, on va faire backslash n, pourcentage d est égal à et virgule nb. Ok. Suite à ça, il me faut, comment dire, l'algorithme consiste à, admettons qu'on me donne 2, que vous passiez 2 en paramètres. Tac, tac. Si vous me donnez 2 en paramètres, qu'est-ce que je fais? Alors, rappelons d'abord. Qu'est-ce qu'un nombre premier? C'est un nombre qui est divisible par lui et par 1 et rien d'autre. Là, on va me donner des nombres qui ne sont pas premiers. Alors pour le coup, ici, je donne un nombre qui est premier. Donc, je prends le tout premier, qui est 2, et je dis, le nombre que vous m'avez donné, c'est 2. Je vais essayer de le diviser par 2. Est-ce que le modulo est égal à 0? Oui, ce qui veut dire que 2 est divisible par 2.
je divise donc 2 par 2, j'obtiens 1 et je m'arrête. C'est mon objectif. Que le nombre que vous m'avez donné en paramètres, le but, c'est qu'il atteigne 1. While nb différent de 1. Mon algorithme, il est aussi bête que ça. Donc, à partir de là, si vous me donnez 10, j'essaye de le diviser par 2. Est-ce que le modulo est égal à 0? Oui. Donc, le 10, je le divise par 2, il devient égal à 5, et je retiens le 2. Enfin, dans notre cas, je le printe à l'écran. Ensuite, je réessaye de diviser par 2. 5 divisé par 2, est-ce que ça fonctionne? Non. J'aurai un modulo qui sera égal à 1. Donc, le 2, je l'augmente. Je le passe à 3. 5 est-il divisible par 3? Non. J'aurai un modulo de 2. 5 divisé par 3 est égal à 1. Combien reste-t-il? Il reste 2. Donc, je passe au suivant. Je passe à 4. On optimisera plus tard et on fera sauter tous les nombres pairs. Mais pour l'instant, je passe à 4. 5 divisé par 4 est égal à 0. Y a-t-il un reste? Y a-t-il un modulo? Oui, 1. Donc, je continue. Je passe à 5. 5 divisé par 5 est égal à 1. Y a-t-il un modulo? Non. Très bien. Donc 5, je le divise par 5, ça fait 1. Et je print le 5. Et j'ai rempli ma condition qui est tant que nb n'est pas est différent de 1. Or, moi, 5 divisé par 5, ça fait 1. Donc, mon algorithme s'arrête là. Voilà ce que je m'apprête à coder. Donc, je vais avoir besoin d'abord d'un compteur. Mais ce compteur, c'est tout simplement mon premier diviseur. Un nombre premier est divisible par 1 et par lui-même. Et il n'y a aucun intérêt à diviser par 1. Donc, je pars avec int, un diviseur, qui est donc égal à 2. Et une fois là, je dis, tant que mon nombre modulo le diviseur est égal à 0, c'est-à-dire tant que le nombre je peux le diviser, alors while nb modulo div égale 0. Sinon, je fais quelque chose, sinon je l'avance. Div plus égale 1. Quand j'écris ça, je dis tant que j'ai une division qui fonctionne, égale 0, 2 divisé par 2 a un modulo égal à 0, 5 divisé par 5, 10 divisé par 5, modulo est égal à 0. C'est divisible. Tant que c'est divisible, je fais quelque chose, sinon j'avance mon diviseur. Jusque-là, je pense que rien de particulier. Ensuite, à l'intérieur donc du while, que se passe-t-il? Si mon nombre est divisible par div, d'abord, je divise mon nombre. Je vais le mettre plutôt comme ça. Je divise mon nombre, puis je printf ma solution. Ma solution, c'est donc le diviseur sur lequel je viens de tomber m'intéresse. Donc c'est %d. Oui, c'est là que ça va devenir intéressant. Je vais commencer par écrire ça, %d, et c'est div. Maintenant, il y a deux possibilités. Ou bien c'est l'un des premiers, et en fait je vais écrire tout ça, 2 multiplié par, ou bien c'est le dernier. Si c'est le dernier, je dois surtout pas avoir le multiplié. La meilleure manière de le savoir, c'est est-ce que nb est égal à 1? S'il est égal à 1, au prochain tour de boucle, de toute façon, il va s'arrêter là. Donc ici, je le vérifie. Si mon nb est égal à 1, alors j'écris ça. Sinon, else, je mets %d, espace, étoile. Et là, virgule div.
Et comme ça sera la dernière chose que j'écrirai ici, à la limite, je peux lui mettre un backslash n. Alors que pour les autres, ça ne m'intéresse pas, je veux surtout pas que ça revienne à la ligne, justement. Donc ça, c'est ok, j'ai juste oublié ça. Et en théorie, à moins que j'ai écrit une connerie avant, tac, je peux faire a.out et si je mets 10, on est bon. Et si, tac, je vais me rajouter ça. Hop. Tac. Et voilà. Maintenant, on va pouvoir parler de choses, on va dire, un petit peu plus rigolotes. Enfin non, avant de parler de choses plus rigolotes, voilà, vous avez un petit programme donc qui reprend les conditions, qui reprend une boucle qui en englobe une autre. On a nos petites opérations, tac, à la limite. Voilà, ça nous permet un petit peu de remettre en place tout ce que l'on a vu dans la première vidéo, en sachant que le résolveur de Sudoku, bien sûr, va être beaucoup plus long, mais voilà, je m'étais dit, comme je viens de finir la vidéo sur le résolveur de Sudoku, je me suis dit, tiens, je vais quand même faire une petite vidéo intermédiaire pour avoir un truc plus court. En dépit du fait que pour trouver cet algorithme, bon, il faut quand même cogiter un peu et vous auriez pu le faire sans forcément que je vous donne la réponse tout de suite. Bon, ça à la limite, je vous laisse voir. Un autre détail, j'ai pas fait gaffe en faisant la vidéo, mais ça risque de planter. Ça risque de planter si je fais... Là, ça compile. Et si je lance mon programme en ne mettant pas de paramètres, c'est le bordel. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai juste oublié ça. Hop. S'il n'y a pas de paramètres, on sort du programme. Voilà, c'est un détail, mais je sais pas pourquoi je l'ai zappé en recodant ça. Voilà, tout simplement. Là, si je le refais, voilà, veuillez saisir un paramètre. Et j'ai fait la même faute qu'au départ, j'ai écrit une. Touc. Voilà, c'est un petit détail, mais je viens de le voir en re-regardant ma vidéo. Je le mets donc là. Donc voilà, pour la partie code, on a fini cette vidéo en fait, on a fini de résoudre ce petit problème qui était donc intermédiaire avant d'arriver au Sudoku. Sur la suite de la vidéo, tout simplement, on va continuer à parler bien sûr de programmation, mais il n'y aura plus de code. Ce programme en fait nous permet de faire un mini benchmark. Donc c'est l'occasion pour moi de vous montrer d'autres langages de programmation et de comparer les performances et de pouvoir discuter à ce niveau-là. Voilà, mais si vous étiez là uniquement pour comment dire, ce programme, bon, vous pouvez vous arrêter là. Maintenant, comme vous l'avez peut-être remarqué à gauche, en fait, je me suis amusé à le faire. Bon, ça c'est exactement le même. Ce qui m'envoie vers un petit détail. D'ailleurs, ce n'est pas exactement le même. Quand je vais augmenter mes diviseurs, je vais commencer par 2, puis je vais passer à 3, puis à 4, puis à 5, puis à 6, puis à 7, ainsi de suite. Or, une fois que j'ai fait le nombre 2, j'ai fait la totalité des nombres pairs. Donc si on voulait optimiser ce programme, on pourrait tout simplement faire ça. Si le diviseur est plus grand que 2, alors, sous-entendu s'il est égal à 3, j'optimise en disant tout simplement div plus égale 2. Ce qui fait que je vais éviter la totalité des nombres pairs. Dès que je serai strictement supérieur à 2, je serai donc égal à 3. Et ensuite, je vais faire 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Je ne passerai plus jamais sur les 4, 6, 8, 10, 12. Parce qu'en fait, le 2 aura suffi à faire sauter ces choses-là. Tant que je n'y suis pas, ce qui ne se produit qu'une seule fois, hein, c'est quand je passe de 2 à 3, ben je fais plus 1. C'est un petit détail, mais c'est une optimisation. Je viens de le voir là en cliquant sur main que je l'avais fait. Bon, dans tous les cas, celui-là on s'en fout. Hop, maintenant on peut le virer, puisque c'est une copie conforme de mon main. Ah, j'ai le PC qui est en train de ramer, peu importe, il va pas tarder à revenir. Comme vous pouvez le voir donc dans mon affichage de gauche, je l'ai fait en C, je l'ai fait en Java, je l'ai fait en Python, et je l'ai fait en main longue. D'ailleurs, j'ai pas enregistré celui en Java, bon, on va le refaire
rapidement, c'est pas bien problématique. Je voulais faire ça pour montrer une petite chose que j'avais dit dans la première vidéo. Hop. Bon, déjà, vous pouvez voir une petite différence de code entre le C, le Java et le Python, en dépit du fait que j'ai franchement forcé pour qu'il soit parfaitement semblable. Vous embêtez pas avec ça, c'est un détail. Enfin, c'est pas un détail, mais qu'est-ce que l'on peut s'amuser quand on a ce code qui est codé en fait de trois manières différentes? Un petit détail près, puisque c'est ce que j'ai l'intention de vous montrer juste après ça. Ça c'est ok. Alors c'est parti. GCC main. Si j'y arrive. Ok, je compile mon point C. Je le lance. Et je lui donne cette valeur. Super. Oui. Tac. Quelle est la caractéristique de cette valeur? Très simple, c'est le plus grand des int, en fait. Alors le signed, le plus grand des signed int, c'est cette valeur. Et il s'avère que c'est un nombre premier. Comment dire, faire ramer mon programme au maximum? Si je lui donne un extrêmement grand nombre premier, que va-t-il se passer? Eh bien, on va tomber dans cette condition en permanence et il va se lancer, il va essayer 2, ça marche pas, 3, ça marche pas, 5, ça marche pas, 7, ça marche pas, 9, ça marche pas, jusqu'à qu'il tombe très précisément sur ce nombre et que donc il me dise que c'est celui-là. Et là où c'est rigolo, alors je suis pas sûr que vous puissiez le faire sur Windows, mais cherchez un peu sur Google, vous trouverez l'équivalent. Si je mets time, je peux regarder la vitesse à laquelle fonctionne mon programme dans les conditions, dans les pires conditions en fait, tout simplement. C'est parti. Voilà ce que mon programme a à me raconter. Il a mis, alors là je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il me dit, il lui a fallu très précisément 2 secondes 53 pour me sortir cette réponse. Bien sûr, c'est variable en fonction de la puissance de votre PC, tout ça, tout ça. Et c'est aussi un programme qui marche sur un seul cœur. Donc le mec qui a, enfin je sais pas, qui a 23 cœurs qui marchent à 2 GHz, ben il n'arrivera pas à suivre mon monocœur qui marche à 4 Go et demi chez moi. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben la première chose, et c'est ce qu'on parlait dans la première vidéo, et si je m'amusais à ne pas calculer tout ça en int, mais à le calculer en long. Sous-entendu, je vais consommer juste 2 fois plus de RAM en faisant ce que je suis en train de faire, que je n'ai en fait pas besoin de faire puisque je l'avais préparé. Tac. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis dorénavant en long. Au lieu d'avoir un atoll, j'ai un atoll. Et donc, c'est, je sais pas si je l'avais dit, to long. Et le atoll, c'est to int. Bon. Et les printf, je les ai passés en LD. Les deux variables en long et atoll en atoll. Uniquement ça. Qu'est-ce que ça donne? euh... C'est pas ça que je voulais. C'était ça. Que se passe-t-il si je fais ça? Je suis passé donc de 2 secondes 5 de calcul à 7 secondes 5. Donc plus de 2 fois plus. Juste en passant les int en long qui, comme on l'a compris, consomment 2 fois plus de RAM. Bon, c'est intéressant. On va s'amuser un peu avec le Java. Qui, si je dis pas de bêtises, en int, il est tout en int, il est bien enregistré. Donc javac main.java, je le compile
et je le lance. Avec, toujours pareil, cette valeur. Déjà, on peut voir que le Java marche pas de la même manière. Ce que l'on voit principalement, c'est que c'est un langage interprété. Il passe, enfin, il est d'abord compilé, puis interprété. Sous-entendu, au moment de l'interprétation, ben ça, il me l'écrit, tout simplement parce que c'est une ligne qu'il a au tout début. Et ensuite, il se met à calculer tout ça, et il finit par me donner la réponse. Voilà, c'est un truc quand même que l'on peut constater. Et ce que l'on peut constater aussi, c'est que j'ai oublié le time. Alors le time, il dit quoi? Si on reprend mon C, qui se trouve... Bah c'est celui-là, oui, je suis un peu aveugle là. Le real time, c'est 2 secondes 5. Quand je passe en Java, je suis à 2 secondes 78, 79, 80 si on veut. On peut considérer que le Java, d'une certaine manière, est très légèrement plus lent que le C, alors que le code est strictement le même. La seule différence, c'est qu'en fait, Oui, ça servait à rien que je lui donne ça au Java, parce qu'en fait, je l'ai préintégré à l'intérieur. Bon, ça servait à rien que je le fasse, mais ce n'est pas bien grave. On peut maintenant s'amuser à dire, bon, donc, on va enlever les int, et on va passer en long aussi. Long, en Java, il faut mettre un petit L au bout. Et pour tout le reste, c'est OK. Parce qu'en Java, on peut rester en %d. Donc je reprends. OK. Et c'est reparti. OK. Donc en real, on tombe à 7,53 cette fois-ci. Et pour le C, on avait dit combien? 7,48. On peut... on est vraiment dans les mêmes eaux en fait, de vitesse vis-à-vis d'un programme de ce genre. Mais on constate aussi donc qu'en Java, si je passe en longue, je fais plus ou moins x2 sur le temps. Il était à 2,8, ça nous aurait fait du 5,6, on est à 7,53. Bon, on est à plus que 2 fois le temps nécessaire. Bon, et maintenant, essayons en Python de faire... Mais, point pi. Hop, c'est parti. Alors, c'est un mec, le matin, il va au boulot, et puis à un moment, il tombe sur une petite annonce. Bla 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 bla, voilà. Donc, bah, je pense que c'est assez clair. 2 minutes 8, donc, pour faire le même calcul qu'un Java et qu'un C. Quel genre de conclusion on peut en tirer, en sachant quand même que je pourrais pas m'amuser à faire l'int, puis le long, parce que vous l'avez peut-être constaté, le Python s'en fout complètement. Le Python n'est pas non plus dérangé à l'idée que je lui écrive coucou est égal à coucou. Voilà, si je veux faire une chaîne de caractères. Mince, je l'avais écrit 2 fois. Hop. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Que chaque langage de programmation est fait quand même pour une tâche particulière. Le C, on le retrouvera principalement quand on fait de l'algorithmie et surtout dans les domaines de l'embarqué. Les domaines de l'embarqué, ce sont souvent des machines qui ont de petits processeurs, pas beaucoup de RAM, un mini disque dur. C'est par exemple les composants d'un Raspberry Pi. Bon, même si aujourd'hui les Raspberry Pi commencent franchement à être puissants. Mais ça peut être les circuits d'une fusée, ça peut être les circuits d'un drone. Voilà. L'autre intérêt d'ailleurs, tant qu'on parle de drone, de parler de C, bah, c'est tout simplement que ça consomme pas. Donc ça tape pas non plus dans la batterie de votre drone. Vous allez gagner en autonomie si vous codez en C. À partir du moment où votre code commence à devenir un petit peu lourd, qu'on a affaire à quelque chose d'un petit peu gros, on est forcé automatiquement de passer par la programmation orientée objet. À partir de là, si on est sur de l'embarqué, on va naturellement partir plutôt vers le C++, qui est en gros la même chose que le C, par contre il est complètement orienté objet.
chose que je montrerai plus tard dans mes vidéos. Le langage par excellence du monde de l'objet, c'est le Java. Le Java, voilà, dès qu'on va vouloir faire des programmes beaucoup plus poussés, sans pour autant écrire plus de lignes, parce que grâce au Java, on va écrire beaucoup moins de lignes qu'en C, et par contre, on va pouvoir faire de la communication entre serveurs, calcul, réception de fichiers, enfin bon, j'en passe et des meilleurs, ceux qui pourraient être quand même un peu lourd à faire en C, parce qu'il n'est pas directement dédié à ça. Donc le Java va nous permettre de faire des choses beaucoup plus poussées, au détriment que le principal défaut du Java, c'est qu'il consomme une tonne en RAM. Voilà, c'est un désastre, la consommation de RAM du Java. C'est pour ça qu'on retrouve pas mal le Java sur des serveurs qui, aujourd'hui, sur votre machine et la mienne, vous avez, je pense que 90% des gens qui m'écoutent, vous avez 8 Go de RAM, 16, et pour ceux qui ont acheté leur machine dernièrement, vous avez peut-être 32. Aujourd'hui, un serveur, bon, 64, 128, 1 Tera de RAM, ça se fait. Et donc le Java, c'est cool de le mettre sur des serveurs parce qu'il consomme énormément de RAM, mais bah, si la machine est capable de l'encaisser, ben, ça pose aucun problème. Le meilleur exemple qu'on peut se donner, c'est tout simplement Minecraft. Existe-t-il un jeu sur Terre qui consomme plus de RAM que Minecraft? C'est tout. Alors tant que votre ville elle est petite, vous consommez 1, 2, 3 gigas de RAM. Mais dans une énorme ville où vous avez construit un peu partout sur la map, que Minecraft consomme 10, 12, 14 gigas de RAM, c'est tout à fait possible. Et Minecraft, il est codé en quoi? En Java. D'ailleurs, quand il a été recodé en C++, ils ont divisé la consommation de RAM par 10. C'est quand Microsoft l'a racheté, voilà, ils l'ont fait en C++, on se demande pas du tout pourquoi. Bon, et ensuite il nous reste donc le Python. Le Python, il est fait pour faire des programmes qui n'ont pas vocation à être performants, tout simplement. Quand vous faites, j'ai envie de dire, un jeu vidéo, honnêtement, on s'en fout un petit peu que le temps de chargement, ça soit 1 seconde ou 15 secondes. Voilà, donc si c'est 15 fois plus lent, mais que la programmation est 15 fois plus simple, bah honnêtement, voilà, alors j'ai pris le cas du jeu vidéo, c'est peut-être pas le meilleur, mais il y a beaucoup de programmes, on ne leur demande pas d'être performants, on leur demande juste de fonctionner, rien d'autre. À partir de là, le Python devient très intéressant, c'est un langage qui est extrêmement facile à coder, au détriment donc de ne pas être très rapide. Voilà en gros ce que je dirais de ces trois langages pour le moment. Et tant qu'à faire, j'en ai profité pour chercher sur le net donc cette étude que j'avais trouvée qui ressemble à ça. Voilà, programmation. Une étude révèle les langages les plus voraces en énergie. Et toc toc toc, voilà. Résultat global normalisé pour l'énergie, le temps d'exécution et la mémoire. Vous verrez que naturellement le C est pris en exemple, sauf pour la consommation de RAM où il est troisième. Nous avons avant le Go et le Pascal qui a priori consomment moins de RAM que le C. En énergie, le C est donc à 1. Le C++ consommerait quand même 30% de plus, ce qui est loin d'être négligeable. Et le Java, il consomme 2 fois plus d'énergie. Si maintenant on passe au temps d'exécution, le C est toujours donc le temps de référence. On a le C++ qui est à 1,56 et on a le Java qui, pareil, est à peu près à x2 sur le temps d'exécution. Et si on regarde par contre donc en consommation de RAM, le C est à 1,17, le C++ à 1,34 et là le Java, il est à x6. Voilà. Et si on regarde donc, je vais pas penser, mais le Python forcément, en énergie, le Python 75 fois plus. En durée d'exécution, le Python 72 fois plus long que le C. Et donc en consommation de RAM, le Python, il est pas pire que ça, enfin pas pire que ça, il est quand même à plus ou moins enfin 2,8 fois plus que le C. Enfin pas que le C d'ailleurs, que le Pascal. Que le C c'est pas 2,8 fois plus. Mais voilà, là on voit bien en fait le souci du Java sur la consommation de RAM. Voilà, je vais juste vous ajouter ça parce que je m'étais dit, bon, si je donne des chiffres à la louche, autant quand même que j'aille les vérifier. Donc c'est pas un coefficient de 10 en matière de coefficient de consommation de RAM, c'est un coefficient donc de 6. Voilà. Bon, et bien voilà pour cette vidéo intermédiaire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire justement ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Pour l'instant, bon, qualité du micro toujours basique. Et on se retrouve donc d'ici peu pour un petit résolveur de Sudoku. À bientôt les amis.